Bonjour, excusez-moi du retard. Alors, on se voit là pour faire l'introduction des leçons du mardi que ma filière Architecture Expérience est chargée d'organiser. Et c'est alors, il y a Sébastien Marot qui doit me dire quelque chose et qui ne me le dit pas. Et donc, dans le cadre de notre filière, depuis 3 ans et pour encore 2 ans, on se consacre à une tentative de définition de la spécificité de la rationalité architecturale. Et c'est dans ce cadre-là et avec ce programme-là qu'on a répondu à l'appel d'offres pour être nommé commissaire de la Triennale de Lisbonne, ce qu'on a été nommé il y a 2 ans, et qui ouvrira le 3 octobre et qui durera jusqu'au mois de décembre. Et à l'intérieur de ça, chacun de nous fait différentes expositions qui sont censées cerner cette question. Donc notre équipe, vous la connaissez, Fosco Lucarelli, Maria Bruna Fabrizi, moi, Giovanni Piovene, Ambra Fabi, Tristan Chanet, Laurent Esmiller et Sébastien Marot qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et donc, dans ce cadre-là, je m'occupe plus précisément de la question de l'économie de moyens. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, certains sont plus grands que d'autres. Ouais. C'est pas comme dans le tromyloscope de l'école, qui est tellement idiot quand même, tel qu'il était avant, je veux dire, pas maintenant, que pour vexer personne, enfin pensant que ça vexerait des gens, tous les plus petits étaient stretchés à la taille de Mimram et Marot. Donc Lucan et moi, on était aussi grands que Mimram et Marot, mais genre Avrel Dalton, quoi. Genre avec la tête elliptique. Donc là, non, là c'est une vraie photo, pas retouchée. Donc on voit que Sébastien est trop grand, un peu toujours comme ça. Bon, donc ça c'est notre équipe. Et donc c'est dans ce cadre plus général de la triennale, d'une certaine façon, que s'inscrit notre travail ici en ce moment et que s'inscrit ce cycle des leçons du mardi. Alors, pour comprendre juste un peu d'où on parle, de quel point de vue on parle, qu'est-ce qui nous intéresse, nous on parle très clairement depuis un point de vue qui considère que l'architecture est une discipline, bien qu'étant située au croisement de tout un tas d'autres, elle est une discipline autonome, constituée d'un point de vue historique et théorique de manière très précise, et que ce qui convient de faire, d'une part, on a la conviction que cet ensemble de connaissances, en fait, est toujours pertinent pour organiser la vie aujourd'hui, et d'autre part, ça signifie aussi qu'on accorde une grande importance à ce corpus de savoir spécifique lié nécessairement à une perspective historique aussi. Et qu'on s'inscrit donc dans le champ d'une architecture dite savante, telle qu'elle a pu exister avant, mais pas en tant que concept opératoire réellement, donc qui existe en tant que concept opératoire conscient depuis le début du XVe siècle à Florence, avec le démarrage du travail de Brunelleschi, Alberti et consorts. Donc c'est un champ intellectuel qui décrit l'architecture comme avant tout une discipline culturelle et une discipline évidemment aussi technique, mais qui a comme fonction, une des fonctions de l'architecture, c'est de donner un sens à la culture, à la technique, qui n'en a pas en soi, et de l'inscrire dans un champ culturel et un champ de signification complexe. Cette image-là de l'Orana, de la cour du Palais ducal d'Urbino, je la mets parce que vous savez peut-être que c'est la première œuvre de la Renaissance sur laquelle on recommence, comme les Romains, à inscrire des mots sur les façades. Et si on inscrit ces mots sur la façade, c'est pour dédier évidemment le bâtiment à son commanditaire, etc. Mais c'est surtout pour marquer que l'architecture est cette discipline qui est avant tout liée
aux humanités, c'est-à-dire à une discipline intellectuelle qui est liée à l'écriture. Et c'est de ce point de vue-là qu'on parle. C'est ça qui nous... Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas qu'il y a d'autres positions possibles, mais la nôtre, c'est celle-là. Et l'architecture, elle est au croisement comme ça du faire et du savoir, et du concevoir et du fabriquer. Et comme en atteste ce portrait-là, cette allégorie du bon architecte de Philibert Delorme, au milieu du XVIe siècle, si on zoome un peu, on voit que cet architecte, il a 3 yeux. Il en a un pour voir Dieu et le passé. Donc on voit que l'architecture est liée au passé, donc à l'histoire, qu'elle est dans une dynamique longue. Un autre œil pour observer le présent et pouvoir mener ses travaux avec sagesse, parce que pour ce qui nous concerne directement, l'architecture, elle est surtout liée au présent, parce que c'est ici que ça se passe, c'est ici qu'on doit faire. Donc, et puis enfin, un troisième œil pour prévoir l'avenir, parce que Philibert, visiblement, est dans cette croyance déjà très moderne et un peu naïve de penser qu'on peut imaginer le futur. Donc évidemment, l'architecture, vous voyez qu'elle joue entre le futur et le passé. Mais cet architecte, ce bon architecte, il a aussi 4 oreilles pour souligner le fait qu'il doit surtout écouter et comprendre et analyser plutôt que de parler tout le temps, même si là je suis malheureusement en position de trop parler. Il faut bien qu'un se dévoue, quoi. Et donc, avant tout, on comprend qu'analyser, écouter, ça signifie que l'architecte, il doit comprendre très précisément les besoins et les conditions de son travail, c'est-à-dire les moyens qui sont à sa disposition pour effectuer ce travail. Enfin, vous voyez qu'il a 4 mains, 2 pour lui permettre de concevoir ses projets avec la plus grande précision, et 2 autres pour lui permettre de les construire. Donc, encore une fois, vous voyez que l'architecture, elle est entre l'imaginer, les bâtiments, et les réaliser. Et puis, dans une de ses mains, il a un parchemin, et ce parchemin, il le tend à un personnage plus jeune. Donc, c'est à peu près ce qu'on fait ici toute la journée avec vous, c'est-à-dire, ça signifie quoi ce parchemin? Ça signifie que l'architecture est une connaissance, est aussi un mode de connaissance de la réalité, et que ce mode de connaissance, comme il est constitué en tant que discipline et en tant que système de connaissance, il est transmissible. Et d'ailleurs, s'il n'était pas transmissible, je ne sais pas ce que vous feriez ici, à écouter vos profs toute la journée, ne rien vous transmettre. Donc voilà, cet architecte, vous voyez que c'est un homme complet, et on pourrait encore considérer que c'est la figure, selon nous, accomplie de l'architecte. Et c'est pour cette raison que j'ai invité une série de personnes à venir discuter devant vous des questions d'économie de moyens. Et on peut affirmer que toutes ces personnes, elles parlent de ce point de vue-là, et elles se reconnaîtraient tout à fait, idéalement, dans cette allégorie du bon architecte. Le premier de ces intervenants, ça va être Jacques Lucan, dont peut-être, en fait, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu à l'école, mais c'est un des fondateurs de l'école, c'est un grand professeur qui a fait sa carrière à Belleville, ici, et à l'EPFL, à Lausanne. C'est un grand théoricien, historien de l'architecture, ça c'est son dernier livre. C'est un historien et un théoricien qui s'intéresse aussi au présent. Et il viendra un peu, en guise d'introduction, enfin disons de premier intervenant, cadrer la manière dont lui voit cette question de l'économie de moyens. Et ça sera donc le 19 mars, la semaine prochaine. Ensuite, on aura Thibaut Barrault, de Barrault-Pressaco, ou les deux, ou lui, je ne sais pas exactement, qui sera donc le 26 mars. Et vous connaissez Barrault et Pressaco, puisqu'ils enseignent ici, mais vous savez aussi que ce sont des professionnels brillants qui commencent très bien leur carrière avec ce bâtiment tout en pierre, notamment, entre autres. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt maintenant, mais bon, ils sauront nous dévoiler la forêt plus tard. Et donc, ils viendront discuter aussi de cette question de l'économie de moyens, que j'imagine qui a été, d'une manière ou d'une autre, à l'origine de ce choix
de la pierre. Je ne sais pas si ça a été à l'origine de ce choix de dessiner les fenêtres comme ça, parce que ça fait des années qu'on discute avec Thibaut de ces fenêtres, mais en tout cas, on le saura dans 2 semaines, par là, oui. Ensuite, on aura Kirsten Gers et David Van Severen de Office KGDVS qui viendront discuter cette question qui est centrale dans leur travail. Ça, ce sera le 9 avril, donc vous les connaissez, ils sont basés à Bruxelles. Kirsten enseigne à l'EPFL, il enseigne aussi à Columbia, à Harvard, et est aujourd'hui un des architectes les plus actifs de sa génération et qui aussi fait l'effort de se livrer à quelques activités théoriques, à la manière d'un architecte pleinement, on va dire, c'est-à-dire de manière non académique, quoi, tellement, mais néanmoins certaine et approfondie. Par ailleurs, le même jour, le 9 avril, donc, on fera à la Cité de l'Architecture à 19 h, eux et moi, un événement qui consistera, mais il ne le sait pas encore, mais bon, disons que s'il est libre, il pourra se joindre à nous, à faire discuter Sébastien Marot. Et je suis désolé, j'avais oublié de... Tout ça est un peu précipité. Et Iñaki Aispitart, qui est un chef, un cuisinier, et donc Sébastien qui s'intéresse beaucoup à l'agriculture et à la signification de toutes ces questions environnementales et à leur histoire, pourra se livrer à cette discussion. Se joindront à eux un musicien qui fera un concert après l'événement, là, donc à la Cité de l'Architecture, qui est Thurston Moore, le guitariste et fondateur de Sonic Youth. Si peut-être certains qui écoutent encore cette musique de vieux qu'est le rock, vous les connaissez certainement, sinon vous pouvez vous renseigner. J'espère que tu pourras, Sébastien. Ensuite, le 24 avril, pour mon anniversaire, on aura Jean-Marc Montera, un guitariste, improvisateur qui est basé à Marseille et qui improvise depuis maintenant peut-être une 40aine d'années. Et je ferai une discussion avec lui autour de ces questions d'improvisation et de réflexion sur les moyens qu'on met à sa disposition quand on est un musicien. Ensuite, le 7 mai, nous aurons André Tavares, qui est un grand théoricien, intellectuel, historien portugais, basé à Porto, qui a écrit, entre beaucoup d'autres choses, ce livre vraiment fantastique, L'anatomie du livre d'architecture, qui est un panorama, évidemment exhaustif, c'est impossible, mais enfin quasiment exhaustif des architectes, des livres qu'ont écrits les architectes au cours du temps, mais des origines à nos jours, on va dire, et tellement des origines qui viendra nous discuter la question de l'économie de moyens chez Vitruve. Vous connaissez Vitruve? Oui. Et puis le 14 mai, Tom Emerson de l'agence londonienne 6A viendra discuter de cette question dans son travail. Tom Emerson, j'imagine que vous connaissez son travail, le travail de 6A, et il est enseignant à Zurich, où il fait un travail extraordinaire avec ses étudiants de 2e année depuis des années. Ensuite, un autre Britannique, un peu plus paradoxal dans un cycle sur l'économie de moyens, mais c'est toujours intéressant de comprendre comment travaillent ceux d'en face. Donc la semaine suivante, le 21 mai, on aura donc le plaisir d'accueillir Sam Jacob du studio Sam Jacob de Londres, parce que c'est toujours intéressant quand même de comprendre comment en fait l'économie de moyens est encore engagée dans un travail comme ça, en dépit des apparences au premier regard, mais pourtant réellement. Et puis la semaine suivante, le 4 juin, on aura encore le joie de recevoir le grand Roberto Gargiani, un des plus grands historiens de l'architecture vivant, à coup sûr, qui est un ancien enseignant d'ici et qui maintenant enseigne à l'EPFL et qui se livre notamment, là j'ai mis ce livre-là, mais il se livre depuis des années à la rédaction d'une histoire du béton et
avec sa manière particulière, c'est-à-dire un peu de la terre brûlée, quoi, hein. Il a la spécialité de travailler d'une manière qui fait que pendant quelque temps, ça ne va pas être vraiment possible de reprendre le même travail parce qu'il va avoir épuisé le sujet un peu, hein. Il est assez radical comme ça. Par ailleurs, il a écrit le meilleur livre sur Perret, à coup sûr, qui met très bien en relation les idées et la pratique. Et donc, il viendra discuter avec nous de cette question de l'économie de moyens, une fois de plus. Et puis, Emmanuel Christ, de Christ-Gentenbein, de Bâle, donc la nouvelle génération des architectes suisses, quoi, post-Diener, post-Herzog et de Meuron, viendra nous présenter son travail sous cette lumière-là. Et eux, ils enseignent à Zurich et à Harvard. Voilà, donc ça c'est pour le programme. Quand Sébastien m'aurait répondu, peut-être je pourrais vous annoncer qu'on aura aussi Sébastien Marot. On aura donc Sébastien Marot. Bravo, merci Sébastien. À une date, je ne sais plus. C'est quoi la date? Mais mon texto. Bon, enfin, vous verrez le programme. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on a fini les histoires de cuisine un peu. Aujourd'hui, on se trouve dans un moment où l'économie de moyens, certainement, a revêt une pertinence particulière si on considère la condition historique dans laquelle on se trouve. En termes de moyens si on considère que l'architecture, c'est donner une voix à des bâtiments, leur permettre d'avoir une signification, leur donner une signification particulière, et que le métier d'architecte consiste à définir les formes qui permettront de réguler, de régler et cette manière de communiquer qu'auront les bâtiments. Pendant des siècles, l'architecture a reposé et a été en fait un langage commun, c'est-à-dire globalement depuis le début du XVe siècle jusqu'au XIXe siècle, l'architecture classique, donc, c'est un langage qui repose sur une syntaxe, sur un vocabulaire particulier. Et quand vous étiez architecte à cette époque-là, eh bien, si vous étiez un architecte médiocre, vous appliquiez les règles tranquillement, ça vous évitait de faire trop d'erreurs. Et puis, si vous étiez un architecte de génie, comme Sangallo, qui là a fait le symétrique du portique de la place des Innocents qu'avait déjà construit Brunelleschi quelques temps auparavant, si vous étiez un architecte de génie comme ça, eh bien vous vous empariez de ce langage commun, et à l'intérieur de ce langage commun, vous forgiez votre propre langue étrangère, en quelque sorte. Exactement comme si vous lisez Marcel Proust ou Céline, même visuellement, ça n'a pas l'air d'être la même langue. Parce que Céline, vous allez avoir des phrases d'une demi-ligne avec plein de points de suspension, et Proust, ça va défiler comme ça sur plusieurs pages de manière totalement, entre guillemets, monotone visuellement. Et quand vous lisez ces auteurs, ben, évidemment que vous pouvez les lire parce que c'est écrit en français, mais ce français, il est si distordu, il est appliqué et mis en œuvre, et écrit avec des règles si singulières, si personnelles, qu'on appelle le style, que ça définit des langues qui ne sont quasiment pas les mêmes, elles n'ont pas la même sonorité, elles n'ont pas le même rythme. Et puis vous pouvez même tomber sur des extrémistes comme Georges Perec, par exemple, qui va s'amuser à écrire un livre sans la lettre E. Et vous allez commencer à lire le livre, et si vous ne le savez pas, vous vous rendez même pas compte qu'il n'y a pas de lettre E, mais à la fin, ça a une saveur un peu particulière. Donc l'architecture, c'était un langage comme ça, et sitôt que le travail des architectes au XVe siècle en Italie a consisté à redécouvrir les règles de ce langage qui étaient calquées sur la langue perdue de l'architecture classique romaine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de considérer que les connaissances archéologiques de ces architectes du XVe siècle étant partielles, ils avaient des trous un peu dans la raquette de l'histoire. Alors ils ont reconstitué tout ça comme ils pouvaient, et évidemment, en ayant simplement, d'une certaine façon, l'ambition de reconstruire aussi bien que les anciens, ils ont inventé quelque chose de radicalement nouveau. Et aujourd'hui, tout ça vous paraît vieux, habituel et tout ça, mais
il faut bien comprendre que là, on sort juste du Moyen-Âge. Et Brunelleschi, c'est vraiment un architecte aussi disruptif, mais même encore plus sans doute que Le Corbusier, par exemple. C'est entre avant et après, c'est vraiment, on a changé complètement de monde, quoi. Et c'est pas avant et après, c'est que le Moyen-Âge, il se prolonge encore dans ce monde-là, mais à l'intérieur de cette période, certains artistes d'avant-garde, comme Brunelleschi, arrivent à mettre sur la table de l'histoire de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire, qui n'ont quasiment rien à voir avec ce qu'il y avait auparavant. Alors Brunelleschi, une fois qu'on a ce langage, on s'en sert. Alors Brunelleschi s'en sert comme ça, avec des formes platoniques, qui expriment encore la structure, avec ses radiales, mais aussi on peut s'en servir comme Raphaël, de manière extrêmement abstraite, dans cette petite église-là, à Rome. Et puis en faisant des grands pas d'histoire, ça c'est le même système de vocabulaire qui permet à Borromini de produire un espace comme ça. Et évidemment, totalement, vous comprenez de quelle manière là Borromini s'empare du langage, et puis il le distord, il le distend, il regarde jusqu'où on peut s'éloigner de la norme et s'éloigner de la convention, et que le langage soit encore compréhensible, puisqu'on comprend encore comment ça marche, on comprend encore que c'est lié à l'architecture classique, mais c'est évidemment à des années-lumière de ce qui se faisait auparavant. Quand il fait Centivo, il arrive à faire ça. Vous savez, par exemple, Michel-Ange, quand il a construit le vestibule de la bibliothèque Laurentine, il s'est posé la question de savoir, c'est James Ackerman, l'historien qui a découvert ça, il se pose la question de savoir s'il va ou non recourir aux ordres classiques pour cet espace-là. Et finalement, il décide que oui, parce que si jamais il ne recourait pas aux ordres classiques, même si lui était conceptuellement capable de s'en sortir, il n'aurait pas été compris. Donc il a gardé la langue, et si vous connaissez, j'espère bien que vous connaissez le vestibule de la Laurentine, vous voyez que là, tout est distendu, tout est complètement morphé, comme on dirait aujourd'hui, étiré, stretché, on dit, vers le haut, un peu comme Lucan et moi sur le trombinoscope de l'école pour être aussi grand que Mimram. Et on était assez maniéristes, en fait, sur ce. Et puis toutes ces colonnes, elles reposent sur des corbeaux de 2 mètres de haut qui n'ont aucune fonction structurelle ou presque, et qui, à coup sûr, n'ont pas besoin d'avoir 2 mètres de haut. Donc tout est distordu comme ça, et on se trouve dans un espace encore lisible, parce qu'il se rapporte à un vocabulaire connu, mais si distordu que c'est de l'ordre d'Alice au Pays des Merveilles, un peu. C'est, encore une fois, tester les limites du langage. Et puis, on arrive au milieu du XIXe siècle à la géniale salle de lecture de la Bibliothèque nationale de la Brouste. Et là, on comprend qu'on a changé de monde. C'est encore des coupoles. Mais d'ailleurs, ce sont des coupoles. Hein. Ce n'est pas une coupole. Vous voyez que Borromini, même s'il commence à fusionner des choses, il a une coupole elliptique et 4 demi-coupoles. Alors que la Brouste, lui, il a 9 fois la même. Strictement la même. Pour déjà raconter qu'on est déjà dans le monde de l'industrie, on est déjà passé dans le monde de la répétition, on est déjà passé dans un monde dans lequel les débuts de la photographie font comprendre qu'on va pouvoir avoir des œuvres reproductibles, comme l'écrira plus tard Benjamin au XXe siècle. Et donc on change complètement de monde. Et puis on change de matériaux aussi, et vous voyez la finesse de ces colonnes. Parce qu'évidemment, si vous faites des colonnes en fonte, vous n'allez pas vous amuser à respecter des proportions doriques, par exemple. Même si les auteurs du métro parisien l'ont fait, et que c'est assez poétique d'un côté, mais ce n'est pas très rationnel d'un autre. Et donc là, tout le système classique est mis en crise et s'effondre. Donc on n'a plus de langage commun, et les architectes, ça, il faut imaginer qu'après 5 siècles des bénéfices et des bienfaits d'avoir un langage commun, d'un coup, ça s'arrête, c'est fini. Donc ça plonge évidemment l'architecture et les architectes dans une grande crise, une crise aussi positive de laquelle sortent des choses extraordinaires, des choses aussi moins extraordinaires, parce que beaucoup se réfugient dans l'éclectisme, par exemple, comme aujourd'hui un peu. Et évidemment, les cartes doivent être rebattues, mais il faut comprendre quel traumatisme ça a été pour les architectes de perdre cette perspective d'avoir un langage commun. Et c'est si traumatisant que quelques dizaines d'années plus tard, les architectes du mouvement moderne, ils vont avoir l'ambition de recréer un nouveau langage
dérivés de l'industrie, dérivés de la construction en béton, enfin bon, de tout un tas de choses, à la fois techniques et poétiques. Et ils sont aussi traumatisés par cette perte du langage qu'ils ont l'ambition vraiment déclarée de reconstituer un nouveau langage. Et l'exposition Le style international au moment 1932 par Russell Hitchcock et Philip Johnson, c'est bien, après 10 ans d'expérimentation du mouvement moderne, tenter de dire que le nouveau langage est établi, il est international. L'architecture classique, c'était déjà un style international, hein, parce que vous avez des Parthénons, il y en a, ou des temples romains, il y en a à Place de la Madeleine, à Paris, il y en a sur tous les campus américains pour faire des bibliothèques, il y en a en Russie, il y en a partout, dans le monde occidental. Donc c'était un style international. Là, on a un nouveau style international, encore plus international. Mais c'est vraiment cette tentative de rétablir le langage, un nouveau langage. Évidemment, dans les années 20, si vous regardez le travail des architectes du mouvement moderne dans les années 20, parfois c'est même difficile de distinguer l'un de l'autre, tellement ils tirent tous un peu dans le même sens. À partir des années 30, ça commence à diverger, et après-guerre, entre Certes, Nice, Alto, Le Corbusier et Gropius, à ce moment-là, si vous regardez les bâtiments qu'ils faisaient à ce moment-là, ça n'a quasiment plus rien à voir. Donc cette tentative de rétablir un langage commun est un échec. C'est tellement un échec qu'une trentaine d'années plus tard, Robert Venturi remet encore cette question sur la table et avec Complexity and Contradiction in Architecture, il essaie de réengager la question du langage dans l'architecture et dans ce qui va devenir, lui à cette époque-là, il fait de très bons bâtiments, mais ça ne va pas durer trop longtemps. Et ce livre, c'est le livre le plus important, certainement, de la fin du XXe siècle, en termes de strictement, purement la forme architecturale. Et évidemment, ensuite, on connaît la dérive de postmoderne et tout ça, mais dans laquelle il s'est précipité lui-même, en faisant des choses aussi osées que ça, on va dire, ou aussi désinvoltes, comme on veut, ou aussi compliquées, ou aussi absurdes, parce que quand on est aussi évidemment contradictoire, on est totalement évident, quoi. C'est une sorte de vidage de toute forme de contradiction d'une architecture, en fait, paradoxalement. Et du coup, face à cette dérive postmoderne, aujourd'hui, certains pensent, comme Zaha Hadid, qu'on peut faire des bâtiments comme ça, que c'est intéressant, mais ça, c'est aussi postmoderne, en fait, que Venturi, mais ça essaie juste de faire des bâtiments qui surtout ne ressemblent pas à des bâtiments, c'est-à-dire des bâtiments qui sont radicalement coupés de la discipline architecturale, c'est-à-dire un architecte comme moi, par exemple, Zaha Hadid, pour elle, je suis vraiment un vieux ringard qui croit encore qu'on peut encore nouer des continuités avec l'histoire, par exemple. Et là, vous voyez bien que comme c'est une maquette en papier qui fait 10 cm, qui est agrandie à 500 mètres de long, et bien nécessairement, on a toutes ces formes-là. Alors, c'est plus du design que de l'architecture. Et puis, si vous regardez comment ça s'est construit à l'intérieur, pour compenser le fait que toutes ces formes n'ont rien à voir avec la construction, il y a des tonnes d'acier qui sont gaspillées là-dedans, un peu comme dans la Philharmonie de Jean Nouvel. Si vous avez vu le chantier, vous voyez bien que là-dedans, c'est le contraire de l'économie de moyens, le contraire de formes qui sont liées à la manière dont elles sont construites. Par conséquent, on peut dire que d'un point de vue disciplinaire, ce sont des œuvres qui ne sont quasiment pas architecturales. Alors, c'est assez simple de faire des bâtiments qui ressemblent à rien quand on change complètement la règle, vous voyez. Et puis surtout, c'est une idée du monument, il faut bien le dire, un peu 19e siècle, un peu has-been quand même, hein, tout ça. C'est qu'on fait des bâtiments extraordinaires comme ça. Si évidemment extraordinaires, c'est un peu une vieille chose, mais ces gens ont réussi à persuader tout le monde qu'ils étaient l'avant-garde. Et puis une autre réaction à cette historicisation là, du postmodernisme, ah ben là on se réfugie aussi en dehors de la discipline, mais là, par-delà le temps et l'espace, là, dans une sorte d'archaïsme, quoi. Et évidemment que Zumthor, vous voyez bien comment il nous vend tout le temps son image de vieux mage, comme ça, il est certainement en contact avec des esprits avec lesquels nous ne sommes pas nous-mêmes comme ça en contact, parce qu'il est en contact visiblement à la fois avec des extraterrestres et des hommes préhistoriques. Et donc il fabrique ce genre de bâtiment comme ça, faussement simple,
parce que ça, vous savez, c'est très simple, c'est un simple tas de bois autour duquel on coule un tas de béton surnuméraire extraordinaire. Et puis ensuite, il suffit de brûler le bois à l'intérieur pour décoffrer tout ça. Puis le tour est joué, quoi. Après, on met un peu de plomb fondu au sol, histoire de simplifier la recette. Et on fait comme ça du kitsch archaïque. Donc tout ça, dans le fond, c'est exactement le même mouvement. Et des gens qui, d'une manière ou d'une autre, veulent toujours sortir de la discipline architecturale. Alors, ah mince, j'ai oublié de changer ça, mais dans ces conditions, comment on peut continuer à faire des bâtiments significatifs si on n'a plus de langage? Comment on peut s'exprimer quand on n'a pas de langage? Ah, il faut pas vivre ça comme en pensant que c'est dommage, quoi. C'est quelque chose, ça nous offre des opportunités, ça nous offre des opportunités de proposer et de comprendre de nouvelles définitions de l'architecture, puisque dans le fond, à la fin, bien sûr qu'on fait ce travail pour répondre à des demandes sociales de nos clients, etc. Mais fondamentalement, ce qui nous anime, c'est de faire de l'architecture, pour qu'elle continue d'exister. Et donc d'en proposer tout le temps de nouvelles définitions, ou de tester jusqu'où on peut apporter les définitions de l'architecture. Et donc il ne faut pas prendre ces limitations comme un problème, mais plutôt comme une opportunité. Un peu comme... vous voyez comme les aveugles font souvent des accordeurs de piano extraordinaires, parce qu'évidemment, moins j'ai de moyens, et plus je vais développer certains autres, par exemple. Hein. Donc, du coup, il faut bien prendre ça comme une opportunité. Et il faut aussi arriver à instruire le rapport qu'on a au passé, parce que le problème de Venturi, c'est qu'il instruit son rapport au passé et à l'histoire d'une manière un peu problématique. Les autres, là qu'on vient de voir, eux, ils ne veulent pas entendre parler de l'histoire et de la discipline. Donc comment on fait pour engager aussi l'histoire de manière pas éclectique? Aujourd'hui, vous savez que beaucoup d'agences de ma génération ou de celles qui me suivent semblent considérer qu'en prenant 5 ou 6 références bien senties, c'est-à-dire à la fois des trucs super connus et des trucs vraiment, entre guillemets, un peu underground, on va assembler tout ça et ça va suffire à faire un bon projet. Et donc ça fait des projets savants, maniéristes, un peu cuistres, mais pas forcément bons. Hein, ça ne suffit pas. Et l'histoire, peut-être on pourrait en parler avec Laurent Cutts, ce n'est pas simplement une série d'étagères avec des formes posées dessus, et puis vous piochez là-dedans sans aucune connaissance des conditions d'apparition de ces formes à l'époque où elles sont apparues, ni des conditions de construction, par exemple, et de fabrication de ces formes aujourd'hui. Et donc, ce qui caractérise le deuxième aspect qui caractérise l'époque dans laquelle on se trouve, certainement, c'est d'une part la fin du langage, mais d'autre part, le fait qu'on est dans une condition ordinaire, dans le sens où, si vous regardez une histoire de l'architecture, elle est constituée de palais et de temples, essentiellement. Et donc, l'architecture, c'était une production très réduite, en fait. Il y a l'histoire de l'architecture, d'une certaine façon... il n'y a pas énormément de bâtiments. Et on ne construisait pas beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens pour construire. On pourra en parler avec Sébastien quand il fera sa conférence. Et évidemment, avec la révolution industrielle et les nouveaux moyens techniques d'un côté, mais aussi de nouvelles ambitions sociales, les architectes, au début du XXe siècle, se sont emparés de la question du logement de masse. Et en faisant ça, ils se sont aussi emparés de la question de la ville, puisque la chair de la ville, ce sont les logements. Alors dès lors que je m'intéresse au logement, je m'intéresse à la ville. Donc ça a changé complètement la perspective sur tout ça. Et puis surtout, on a construit plus depuis le début du XXe siècle que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc nécessairement, le fait de construire, le fait de faire un nouveau bâtiment, ça n'est pas le même type d'événement qu'auparavant. Donc ça change complètement la signification, le statut de l'architecture et aussi évidemment ses conditions de production, parce que ce qui définit l'architecture ordinaire, enfin la condition ordinaire, c'est qu'aujourd'hui, même si vous visitez des monuments comme Vuitton ou la Philharmonie, à l'intérieur c'est plein de BA13, comme dans n'importe quel logement social, comme ici, comme partout. Donc c'est les mêmes matériaux, donc tout est ordinaire en fait. Si vous allez au Palais Garnier, vous allez voir des plaques de marbre qui font 6 mètres par 3 par 1 mètre d'épaisseur. Il n'y a pas de BA13, il n'y a pas de matériaux ordinaires là-dedans. Là, c'est strictement tout est extraordinaire.
Et aujourd'hui, même les monuments sont ordinaires d'une certaine façon. Alors, ça veut dire quoi? On fait des programmes, du logement, une école, enfin des choses simples, pas des monuments au sens vraiment des monumental à l'ancienne. Et puis c'est construit mal, avec des matériaux pauvres, avec pas d'argent. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas tout décider. Garnier, par exemple, à l'Opéra, il a tout décidé. Tout, tout, tout. La poignée, le seuil, tout. Tout, il a tout dessiné, c'est tout sur mesure. Mais aujourd'hui, ça, c'est fini, ça n'existe pas. Donc, vous faites des logements, mais vous ne pouvez pas vraiment choisir les matériaux à l'intérieur. Enfin, il y a toujours toute une part de décisions qui sont déjà prises. Alors, c'est comme si vous vous retrouviez avec des mots dans une phrase, avec des blancs. Vous avez encore le pouvoir de faire les blancs, de rédiger les blancs. Alors, si vous rédigez les blancs de manière cohérente, vous allez arriver à pouvoir imaginer une phrase qui fonctionne, en dépit du fait que vous avez tant d'impositions. Ces impositions, ça veut dire quoi? C'est des règlements, c'est des limitations techniques, c'est des limitations de qualité de matériaux, des choses comme ça. Plus des demandes de clients, voilà, tout l'ensemble des contraintes qui sont données. Et évidemment que le moyen de se sortir de ça, c'est de vous donner à vous-même encore plus de contraintes pour complètement absorber les autres et les faire disparaître, y répondre, mais on ne voit plus qu'on y a répondu. C'est pour ça que cette question de finalement de décision partielle, en fait, c'est ce qui me conduit aussi à m'intéresser au surréalisme, parce que quand vous devez faire, par exemple, quand la répétition a remplacé l'objet unique, quand le typique remplace l'original, quand l'architecture doit aussi être comprise par tout le monde. On doit faire des bâtiments intelligibles, pas seulement pour les happy few qui les commandaient au XVe siècle, mais par tout le monde. Aujourd'hui, c'est des associations qui, en partie, jugent vos concours, par exemple. Alors, il faut au moins qu'elles aient l'impression de les comprendre. Et puis même authentiquement, il faut que l'architecture soit intelligible par tout le monde. Et dans tout cet environnement où l'industrie a remplacé aussi l'artisanat, mais l'industrie pas du tout comme l'avaient prévu les architectes modernes, mais l'industrie qui fait que vous ne pouvez pas choisir votre profil de fenêtre exactement, parce que, en manque de bol, l'entreprise avec qui vous travaillez, elle est avec un fournisseur de fenêtres qui fait que des profils arrondis. Ah, ça vous promet par exemple genre 3 mois de combat hebdomadaire dans des réunions pour arriver à avoir des profils orthogonaux plutôt que ronds, par exemple. Vous voyez, ça c'est devenu ça, l'architecture. Et c'est pas, encore une fois, c'est plein d'opportunités en dépit des apparences. C'est ce dont j'espère vous convaincre. Et la question qui se pose, c'est de comment on maintient encore l'architecture comme un médium culturel sophistiqué dans ces conditions. Donc je m'intéresse au surréalisme parce que ça, c'est l'exemple même de, disons que les chaussures sont données, et après vous rajoutez le petit bout de papier, ça vous transforme l'ensemble en poulet. Ou alors même, tout vous est donné, mais au lieu de l'utiliser dans un sens, vous l'utilisez dans l'autre, et vous prenez un vieux morceau de poil, comme Picasso, là, et au lieu de le garder horizontal dans le poil, vous le sortez, vous le mettez vertical, et ça devient quelqu'un. Et donc, comme ça, par un décalage, par des décisions très mineures, mais très précises, on arrive à faire basculer des bâtiments dans le champ de l'architecture, d'une certaine façon. Donc je vais rapidement vous montrer 2 projets, je crois, mais même ce n'est pas des projets en entier, c'est juste des décisions à l'intérieur d'un projet. Dans ce centre d'art qu'on a construit il y a quelques années, c'est le petit bâtiment argenté là, vous voyez qu'il est face à une boîte Saint-Maclou, face à un McDo de l'autre côté de la rue, mais aussi en bas à gauche de l'image, vous voyez un couvent du 18e. Donc il est à la fois dans un contexte historique et puis un contexte très ordinaire de bord de route. Et la question consistait à construire un centre d'art dédié à la photographie. Et alors, évidemment, là, tout de suite, quand on doit construire dans un lieu si déclassé, mais en même temps, disons, si peu attractif, mais aujourd'hui, on vous demande rarement de construire Place Vendôme ou dans un espace comme ça, vous voyez. Donc, c'est ça, plutôt, le quotidien de notre pratique. C'est ce que Frédéric Bonnet avait si bien montré à la Biennale de Venise, au pavillon français.
où il nous avait fait le plaisir d'exposer ce projet d'ailleurs. Et la question donc, c'est de savoir comment un bâtiment culturel peut exister dans un contexte purement commercial et comment ce bâtiment culturel, il va pouvoir trouver une forme d'adhérence avec ce contexte qui, a priori, n'est pas fait pour lui. C'est-à-dire, on aurait pu choisir de faire un objet qui aurait été très sophistiqué, une sorte de petit bijou, qui aurait juste raconté moi j'assure, je suis dans la culture, ça, et tout le reste là autour, c'est vraiment dégueulasse. C'est regarder le McDo comme il est moche, regarder Saint-Maclou comme c'est nul, regarder toutes ces bagnoles devant comme c'est dégueulasse. Non, nous on voulait faire un bâtiment qui assume sa position, mais qui en même temps dise que ce qu'il y avait autour de lui était plus beau, et que ce qu'il y a autour de lui dise que lui était plus beau, et chercher cette forme d'unité comme ça. Alors, on lui a donné une forme assez familière, mais ça, je ne vais pas entrer dans les détails à ce moment-là. Juste comment on a choisi le matériau de la façade. On a pris ce matériau très déclassé, qui est un revêtement d'étanchéité bitumineux, donc c'est quelques millimètres de bitume, protégé par une feuille d'aluminium, le tout étant gaufré un peu comme du chocolat. Et ça, vous le connaissez bien parce que vous le voyez dès que vous avez la vue sur une petite terrasse un peu dégueulasse. Là, le relevé d'étanchéité, il est fait comme ça. Donc c'est un matériau vraiment qui se trouve dans des anfractuosités de réalité que vous ne pensez même pas regarder, mais ça s'imprime malgré vous dans une sorte d'inconscient collectif un peu. Donc quand on arrive sur... Et donc on a enveloppé tout le bâtiment. Normalement, c'est que des relevés d'étanchéité. Là, on a fait toute la façade. Donc ça, c'est des photos... naturel aussi, je dirais. Mais la nuit, ça produit ce genre d'effet puisque c'est brillant. Et puis surtout, quand vous arrivez de loin, vous vous demandez, mais c'est très interrogeant, disons, c'est interpellant. Vous vous demandez ce que c'est. Puis finalement, vous vous approchez et vous dites, ah oui, c'est ce truc, en fait. Et du coup, quelque chose qui vous apparaissait d'une certaine manière, vous changez de regard peut-être dessus. Et vous comprenez un peu différemment. Et vous voyez qu'il est posé sur son parking, là, comme la maquette qui m'a servi à le faire était posée sur mon bureau. Et cette maquette, elle est grande comme ça. Et d'habitude, on essaie de faire la maquette qui ressemble au bâtiment, mais là, on a fait la maquette. On a fait le projet, on a fait la maquette. C'est une maquette au centième, donc il n'y a pas de détails. Après, on s'est dit, tiens, le bâtiment, on va le faire exactement comme ça. On ne va pas zoomer dedans, on va faire avec pas plus de détails. Il n'y a pas de descente d'eau, il n'y a pas de rien. Il y a le minimum de choses. Il y a les fenêtres en plus par rapport à la maquette. La maquette, elle n'a pas de fond. Et le bâtiment, on ne le voit pas trop là, mais il n'a pas de fond non plus. C'est-à-dire que l'asphalte du parking, enfin l'enrobé du parking, il occupe tout le rez-de-chaussée du bâtiment pour bien signifier aussi que c'est un bâtiment public d'accès gratuit et que c'est une sorte de place publique couverte. Et aussi que c'est une construction qui pourrait être retirée un jour peut-être. Donc là, vous voyez cette continuité du sol, qui est un grand thème moderniste, évidemment. Et puis, ça, c'est la maquette. Ça, c'est la photo. Donc, vous voyez, c'est assez proche. Et dans le fond, cette tentative de construire une maquette, c'était quoi? C'était un moyen d'atteindre un niveau d'abstraction fort avec des moyens qui, normalement, ne permettent pas l'abstraction. Mais l'avantage du Paxalus, c'est que c'est une tectonique spéciale. C'est comme si vous enveloppiez tout ça d'un papier. Donc, il n'y a presque pas de détail à l'échelle du détail habituel. Mais ce n'est pas une abstraction du genre Maison Farnsworth ou Neue National Gallery, vous voyez, qui est dispendieuse, qui est héroïque, qui est vraiment extraordinaire au sens strict du terme et qui entend bien montrer qu'elle est extraordinaire. Là, au contraire, on veut bien montrer qu'on vient d'une culture ordinaire, mais qu'on l'a fait basculer dans autre chose. Donc voilà, puis après, c'est aussi un bâtiment qui est un peu simpliste dans sa volumétrie parce qu'il est perçu essentiellement depuis des voitures. Donc il faut que le message passe en grande partie quand il est vu très fugitivement. Vous comprenez qu'une façade comme le Palais Farnèse, par exemple, ou un portail gothique, c'est une architecture qui a été faite pour être vue lentement par des piétons qui sont dans des rues étroites, donc qui sont dans un corps à corps avec l'architecture. On est tout près. On peut la toucher, on peut la voir de très près, et c'est pour ça qu'il y a tous ces petits détails. Vous comprenez que quand vous construisez au bord d'une route, si vous faites un palais Farnèse ou un portail gothique, ça ne sert à rien parce que personne ne va pouvoir le voir. Donc là, ça change complètement aussi. La perception, elle change, qu'on va avoir du bâtiment, elle change l'architecture elle-même.
Et puis finalement, le caractère un peu mal foutu de ce Paxalus, ça permet de marcher avec les vieux murs aussi. Donc finalement, ce n'est pas un matériau historique, mais c'est un matériau qui marche quand même aussi avec des choses plus anciennes. Et puis à part ça, c'était aussi un matériau qui, pour moi, renvoyait à tout un tas d'espaces. Parce qu'évidemment, d'un côté, il faut chasser la subjectivité quand on fait des projets et juste suivre, entendre ce que veut le projet. Mais de toute façon, la subjectivité, ne vous inquiétez pas, elle est toujours là. Vous êtes toujours obsessionnel, vous avez toujours des choses qui vous échappent à vous-même. Donc il est clair que la Factory d'Andy Warhol, pour une série de raisons, c'est un lieu qui m'a beaucoup fasciné. Et de ce point de vue-là, mon bâtiment, c'était comme une factory mise à l'envers, quoi, avec l'argenté dehors. Mais il y a aussi des photos de Sigurd Leverens dans son bureau, avec ses parois en aluminium aussi qui me travaillaient. Il y avait aussi le pavillon Philips, par exemple, de Le Corbusier, qui est en béton, mais qui est entièrement peint en argenté. Et il y a aussi le fait que c'est dédié à la photo. Vous savez que la photo, ça repose traditionnellement sur des selles d'argent. On parle de photographie argentique, donc ça m'intéressait aussi que ce soit argenté. Et puis dans la catégorie argentée, il y a aussi la façade arrière de l'usine Fannel, le chef-d'œuvre, vraiment un rêve construit, quoi, un chef-d'œuvre fonctionnaliste à Rotterdam, qui depuis 80 ans est régulièrement repeinte avec la peinture argentée. Donc au bout d'un moment, l'architecture devient presque un peu molle, quoi, un peu imprécise, tellement il y a d'épaisseur de peinture. Donc voilà, il y avait tout et ça a une tectonique proche de mon bâtiment qui est aussi un peu imprécise, parce que ça, on ne peut pas être précis avec un matériau comme ça. Donc il y avait tout ça qui m'intéressait. Puis il y avait aussi le fait que essayer de faire le plus petit monument possible, d'une certaine façon, comme Bramant a essayé de faire le plus petit objet qui fonctionne avec les proportions classiques, et en même temps de l'habiller comme cette tasse de Meret Oppenheim, de l'habiller d'une manière qui fait qu'en dépit de son caractère familier et de sa pauvre constitution, d'une certaine façon, ils prennent une signification particulière, un peu comme quand Schinkel construisait ses formes gothiques en fonte, pour des questions aussi de signification, parce que la fonte, c'était un matériau, disons, un peu martial. Et ils étaient en guerre à ce moment-là. Donc c'est un gothique cast iron un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut finir là? J'en ai plus que pour 3/4 d'heure, c'est bon. Un peu comme Wim Delvoye aujourd'hui qui fait ses objets gothiques, là, comme des pelles mécaniques gothiques par exemple. Alors, juste une autre manière d'engager l'économie de moyens dans notre travail, juste sur un détail. On est en train de finir la conception de grands entrepôts logistiques, comme ça, des grands bâtiments de 50 mètres de portée, 200 mètres de long, donc des bâtiments industriels dans lesquels la marge de manœuvre est encore là. Quand on fait du logement, on a l'impression d'être libre à côté. Là, la marge de manœuvre est extrêmement étroite, mais on a ces portiques et puis on a ces poteaux-là. Vous connaissez ces poteaux-là? C'est des formes allégées, bien rationnelles, bien connues et belles à la fois. Et puis, on doit quand même faire des décisions sur ça. Hein. Normalement, c'est comme ça, ces poteaux. Ils sont coupés comme ça, aux extrémités. Ils sont coupés au milieu, à l'anthrax, entre deux trous. Ah, mais ça, c'est ennuyeux parce que ça vous fait... Enfin, c'est ennuyeux. C'est pas ennuyeux en soi, mais nous, on trouvait que c'était ennuyeux, dans le sens où c'est comme si vous aviez un poteau infini qui rentre dans la terre, qui se prolonge jusqu'au ciel, qui est tout pareil, vous voyez? Comme ces poteaux-là, par exemple. C'est-à-dire que ce ne sont pas des colonnes. Nous, on aime bien les colonnes, ou en tout cas l'idée de la colonne, alors on les a coupées comme ça. Oh. Alors du coup, la partie de droite, elle est au sol, et ça nous fait une base solide. Et la partie haute, ça nous fait un chapiteau. Et ça fait un chapiteau qui parle de la construction en acier, parce que ce qui compte là-dedans, ce n'est pas la longueur du cordon d'acier sur la poutre. Ce qui compte, c'est, vous savez, hein, n'est-ce pas, que c'est la distance des deux points extrêmes, puisque ce qui compte, c'est l'inertie du support, n'est-ce pas? Vous suivez? Voilà. Et un chapiteau, normalement, c'est là qu'il y a plus de matière parce qu'on fait un appui, parce que quand on construit en pierre, mais quand on construit en acier, on peut faire un chapiteau avec de l'air. Bon, voilà. C'était juste la manière de le faire. Claude, ne t'inquiète pas, j'ai presque fini. Une balle non plus. Et vous non plus. Ça, là, vous n'avez pas le choix, vous êtes dans la seringue, là.
Donc maintenant, on a conditions ordinaires, pas de langage commun. Comment on peut faire? On s'en remet donc à l'économie de moyens. Comment prendre des décisions? Quand j'avais les règles de l'architecture classique, j'étais tranquille pour prendre mes décisions. Je voulais 3 niveaux, je superposais mes ordres. Tout était presque prédéfini comme ça. Mais là, maintenant, je suis tout seul, hein, je peux tout faire. J'ai tous les matériaux, parce que d'un côté, on est très limité, mais d'un autre côté, on a aussi une quantité de matériaux, de solutions différentes, invraisemblables, qui sont autant de sources d'erreurs potentielles. Donc, la première chose à faire, c'est réduire ses propres moyens. Donc, qu'est-ce que c'est l'économie de moyens? Ben, c'est Picasso qui regarde un vélo, qui fait un taureau. C'est, comme dit Robert Bresson, le fait que la faculté d'utiliser bien mes moyens diminue à mesure que leur nombre augmente. Moins j'ai de moyens, plus je peux me concentrer dessus pour les utiliser précisément plutôt que d'utiliser superficiellement énormément de moyens. Donc ça, c'est l'acception habituelle, mais d'un autre côté, si on regarde l'étymologie, économia en grec, ça veut dire l'administration de la maison, donc l'économie de moyens, c'est aussi une administration des moyens dans le fond, et on va pouvoir mettre sous le vocable économie de moyens toute activité qui se déroule dans une réflexion liée aux conditions de sa production, aux conditions de ses propres moyens. Donc, sitôt que j'ai un regard critique sur la construction, sur les systèmes de construction, sur la manière dont tout ça va être fabriqué, sur les conditions dans lesquelles je dois concevoir mon projet, si j'arrive à avoir ce regard critique, je peux là trouver des raisons de limiter moi-même mes moyens, et surtout, les règles de l'économie moyen, elles vont me donner un cadre, un guide qui va me permettre d'assurer et d'affermir des choix. Ça veut dire que je vais faire un bâtiment dans un seul matériau, par exemple, ou avec une seule pièce, ou avec un seul système de proportion, ou avec un seul type de ressources, ou avec le moins d'impact environnemental, mais réellement, pas juste en disant que je n'ai pas d'impact parce que je mets des panneaux solaires, hein, en travaillant sérieusement, comme Sébastien pourra nous l'expliquer bientôt. Donc, chaque fois que j'ai ce regard, je suis dans le cadre de l'économie de moyens et j'ai des chances de pouvoir m'en sortir, c'est-à-dire aussi de faire des bâtiments qui vont être significatifs parce que je sais que s'il y a un poteau quelque part, je ne vais pas imaginer que c'est un faux poteau, je sais qu'il sert à quelque chose. Si toutes les décisions vont être prises à minima, le moins de décisions possible et le moins de moyens possibles pour atteindre l'objectif. Ça veut dire quoi le moins de décisions possible? C'est quand je fais un projet, au début, je prends 1 ou 2 décisions. Après, je dois surtout oublier que je suis là. Je dois essayer d'être juste une sorte de chaman à travers lequel l'architecture va s'exprimer elle-même. Et pour arriver à faire ça, il faut juste que je prenne toutes mes autres décisions dans le sens des premières décisions. Et donc, c'est pour ça que je peux parler d'architecture non décisionnelle dans le sens, vous connaissez tous des bâtiments, par exemple, le trou qui est à côté, là, le bâtiment juste à côté, là. Ah, ça, c'est une architecture pleine de décisions. Ah, lui, il a de l'imagination, il est content, prend plein de décisions. Ça ne le dérange pas que toutes ces décisions soient contradictoires. Ça, c'est pas grave. Vous avez vu comment c'est bien réglé le détail avec son matériau merdique là, de revêtement, avec les trous carrés dedans, et puis la géométrie de la poutre en acier contre laquelle c'est censé venir buter. Vous avez remarqué ça? Il y a le joint n'est pas tout à fait... Voilà. Ah ben ça, c'est juste impossible à construire. Mais ça ne me dérange pas d'avoir plein d'imagination, tellement de désirs qu'il prend des décisions si contradictoires que c'est inconstructible après. Évidemment, ça c'est le contraire de l'économie de moyens, n'est-ce pas? Donc, juste prendre un nombre de décisions très limité et derrière prendre des décisions que le projet réclame, mais pas des décisions qu'on a envie de prendre soi-même. Évidemment, à la fin, on juge du résultat, ça va ou ça ne va pas, ça marche ou ça ne marche pas, c'est à tout point de vue. Mais il faut essayer de se retirer comme ça, parce que vous connaissez tous plein de bâtiments comme celui d'à côté. Ou alors vous connaissez des bâtiments qui sont trop petits pour avoir autant de décisions architecturales dedans. C'est comme un yaourt, il y aurait plus de fruits que de yaourt. Et puis d'autres bâtiments qui sont si grands et qui devraient vraiment être denses en termes de décisions, et là, il ne se passe rien du tout, et c'est comme une espèce d'atmosphère raréfiée où vous ne pouvez pas bien respirer. Alors que quand un projet est accompli, bien à son échelle et bien avec sa quantité de décisions, je dirais, pertinentes,
vous avez éprouvé cette sensation quand même. On respire mieux, on vit mieux, on se sent mieux. Je veux dire, l'architecture, c'est pas quelque chose non plus d'abstrait. Hein. C'est quelque chose, on vit mieux dans la bonne architecture que dans la mauvaise. Donc l'économie de moyens, dans toutes ces conditions-là, elle nous paraît être l'outil qui permet d'arriver à continuer à faire exister l'architecture comme un médium sophistiqué. Voilà, merci.